On va parler maintenant d'un danger qui est évoqué sempiternellement depuis ces dernières heures. C'est le risque d'embrasement. Voilà. Il y en a même qui parlent du risque de troisième guerre mondiale. En tout cas, de troisième conflit, comment pourrais-je dire, mondialisé. C'est un peu différent. Voilà, l'embrasement. Et les États-Unis ont donné leur ligne rouge. Margot Haddad, vous en parliez tout à l'heure, justement, c'est le Hezbollah. On l'a appris hier, notamment sur le vol retour du président américain Joe Biden, donc, qui rentrait aux États-Unis et qui était en Israël. Il aurait secrètement exhorté Israël à ne pas lancer de campagne militaire contre la milice libanaise du Hezbollah. Regardez ce qui est dit dans le Times of Israel. 2 responsables israéliens le disent. Les États-Unis reconnaissent qu'Israël doit répondre au ciblage croissant de sa frontière nord par le Hezbollah depuis l'attaque. Et la Maison-Blanche a déclaré la semaine dernière qu'elle craignait finalement que ce Hezbollah-là ne prenne part à la guerre entre Israël et le Hamas. Je vous montre une autre déclaration, celle de John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche. Voici ce qu'il dit. C'est un groupe terroriste puissant, cela ne fait aucun doute. Nous les observons de près. Nous ne voulons pas que ce conflit s'étende. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des sons de cloche qu'on entend de plus en plus, Margot. C'est notamment pour cette raison que l'opération terrestre n'a peut-être pas lieu tout de suite, mais surtout, ils ont aussi peur d'un embrasement de la région. Oui, et ce que je vous disais, c'est que les sources militaires me disent que ce front nord est de plus en plus pris au sérieux. Et il ne faut pas minimiser le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est 20 000 combattants, 20 000 réservistes, 65 000 roquettes. C'est un des bras armés de l'Iran. Et je dis bien un des bras armés parce que vous avez également le Hamas, et on l'a appris ce soir avec les Houthis qui sont au Yémen, une milice pro-iranienne qui a visé notamment un navire américain dans la mer Rouge, et le Pentagone a bien dit que la cible était certainement Israël. Donc vous avez cet embrasement qui est véritablement possible avec des pays tiers qui font partie de la région, qui peuvent aussi en concertation avec l'Iran, se mêler à cette guerre. Alors forcément, on demande à Israël de ne pas créer l'embrasement du côté du Hezbollah, mais encore faut-il que les Américains aillent aussi parler du côté libanais, parce que les Libanais ne veulent pas d'un embrasement non plus. Renaud Pila. Oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que 2 personnes, moi, en 24 heures, m'ont demandé, puisque on traite ces sujets, m'ont dit, est-ce que, selon toi, il y a un risque de troisième guerre mondiale? Eh bien, pour la première fois, je dirais depuis ma naissance et depuis que je regarde le monde, je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. C'est nouveau, c'est totalement nouveau. 2 raisons. Premièrement, le monde est totalement déconstruit. Totalement déconstruit. Avant, il y avait l'ONU, il y avait des grandes puissances, il y avait des gens qui se parlaient, quoi qu'on en dise. Désormais, tout est fragmenté. Un des membres du Conseil de sécurité, la Russie, a envahi un pays. Vous imaginez, envahi un pays en droit international. La Russie, on ne s'en rend même plus compte, ça fait 2 ans qu'on regarde des cartes. Mais on n'y croyait pas 2 mois avant. Donc le monde est totalement déconstruit, il n'y a plus aucun régulateur. J'entends des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, il faudrait faire appel à la communauté internationale, il faut un cessez-le-feu à Gaza organisé par la communauté. Mais de quoi ils parlent? Mais ils ont rêvé, ils sont dans les années 90. Il n'y a plus de communauté internationale, il faut qu'ils se réveillent. Donc 1, le monde est déconstruit, et puis 2, je suis désolé, faudra expliquer, je ne sais pas pourquoi, c'est le retour de la violence. Désormais, les dirigeants osent. Ils osent. Poutine, à un moment donné, personne ne pensait qu'il allait oser. Il a osé envahir l'Ukraine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan à côté, pendant des mois et des mois et des mois, ils n'osent pas, à Bakou, prendre le territoire du Haut-Karabakh. En 24 heures, ils osent. Et ça s'est fait en 24 heures. Et on a vu, il y a 15 jours, tous les Arméniens du Haut-Karabakh repartir avec leurs baluchons. Moi, j'ai des amis arméniens qui m'ont dit « Je pleure, je suis en dépression, j'ai l'impression de voir mon grand-père en 1914 ». C'est ça le monde en ce moment. Et il n'y a plus aucun gendarme du monde. Donc, je suis entièrement... Si l'Iran s'y met, elle n'a pas d'intérêt. Mais à force de dire ça, vous savez, toutes les guerres mondiales, on disait « Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque ». Puis un jour, il y a un accident. Et par le jeu des alliances, là, il y a moins d'alliances, mais par les jeux d'intérêt, on y est. Aujourd'hui, ce soir, on ne peut pas dire qu'on n'y sera jamais. Mais il y avait un gendarme mondial, quand même, jusqu'à présent, effectivement, qui était les États-Unis.
je ne parle pas des Nations Unies, ils n'ont jamais fait office de gendarme mondial. C'était les États-Unis, le gendarme mondial, et on a cru que cet ordre imposé de l'Occident allait être l'ordre qui allait perdurer comme ça, comme si c'était la fin de l'histoire. Mais évidemment que non. Les nationalismes ont ressurgi. La fin de la guerre froide a sonné le début d'un nouveau conflit. Et aujourd'hui, ce qu'on doit redouter par-dessus tout, à travers tout le monde, c'est l'anti-occidentalisme. C'est ça qu'on voit apparaître de façon très claire. Parce que le conflit israélo-palestinien, il a toujours existé, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais il est un peu la traduction de cela. Comme l'a dit Alexandre Arcadi, Israël incarnant pour le coup dans la région l'Occident, face à des nations, des peuples, une culture, des cultures qui contestent justement la domination exercée par l'Occident. C'est pour ça qu'on parle de 11 septembre d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de 11 septembre. C'est pour ça que tous les dans une guerre, si vous tous les permettez, conflits, je termine, on est davantage dans une guerre asymétrique entre ce qu'on appelle ce Sud global, ce qui veut rien dire du tout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts entre eux, ils ont une géographie très différente. Enfin, tous, ils nous aiment pas, je suis pas d'accord. Ils ont quand même un point commun. Moi, je suis tous, d'accord ils avec nous vous, aiment pas. Renaud. Non, mais c'est ce que je dis, ils ne nous aiment pas. Bah voilà, si un jour ça se dégrade. Sinon, leurs intérêts sont pas les mêmes. Oui. Ils défendent pas une idéologie qui était le communisme ou ça. Oui, chacun a son- Ils ont son chacun agenda. leur petite chose à défendre. Mais si ça se dégrade, ils sont tous contre nous. Mais ce qui les cimente, c'est la détestation de l'Occident. Oui. Alors, parmi les BRICS, il y a quand même une singularité, c'est l'Inde qui demeure, comment pourrais-je dire, une amie d'Israël, même si c'est très loin, etc. Mais quand on regarde tous les conflits, l'Arménie, Israël et le Hamas, vous les placez, ils se situent dans la ligne de fracture entre l'Occident et, je suis désolé, vous n'aimez pas la formule, mais moi je le dis, le Sud Non, mais je global. le dis parce que ça veut Ce pas dire Sud, grand-chose. finalement, il reprend des couleurs, l'OTAN a repris des couleurs, et le Sud, que rien ne rassemble, est soudainement rassemblé par la mise en place de cette détestation, de ce discours anti-domination occidentale, anti-dollar, anti-américain. Et d'ailleurs, on peut On appelait l'anti-impérialisme. mais on peut le comprendre. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur, mais soudainement, tous ces combats reprennent des couleurs. Mais Le il y a- Sud et la il y a- Russie. Derrière l'Iran, il y a la Russie. Il y a un terme qui est... Et Poutine c'est devient incroyable. l'empereur. Lui, cet homme blond aux yeux Derrière bleus, l'Iran. devient l'empereur de ce discours anti-blanc, Mais il y a un- anti-occidental. C'est occidental. Il y a un terme qui est beaucoup plus éloquent que le Sud global, qui est les puissances désinhibées. Et je le trouve beaucoup plus juste parce que ce sont des puissances sur la scène mondiale, notamment de ce bloc Sud dont on parle, qui vont jusqu'à mettre en avant leur propre agenda interne, leur propre agenda politique, économique sur la scène internationale, et qui jouent justement de leurs propres alliances pour pouvoir mettre en action cela. Quand on voit que la Chine a envoyé un émissaire au Proche-Orient pour essayer de régler le conflit israélo-palestinien alors qu'ils ont fait eux-mêmes le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, il y a de quoi se poser des questions sur quel est leur rôle exactement. La Russie qui a proposé une résolution à l'ONU, la première résolution à l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien, elle vient de la Russie. Donc on voit bien qu'ils ont leur propre agenda qu'ils essaient de mettre sur la scène internationale. Alexandre Arcadi, et vous êtes Les bras m'en tombent, Ouais. pauvre monsieur. Mais au fond, on va pas refaire l'histoire, mais la chute du mur de Berlin était la date fatidique, c'est-à-dire le basculement s'est passé à ce moment-là. Oui, bien sûr. Ça s'est passé là, tout ce chamboulement international. Alors moi, je ne suis pas suffisamment qualifié pour pouvoir l'analyser comme vous, mais c'est ce que je ressens. Et cette impression que j'ai, pas en tant que commentateur politique, mais en tant que citoyen, c'est que on minimise beaucoup l'Iran dans cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes internes considérables, une révolte interne qui est forte, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et je pense qu'il y a un lien, forcément, avec cette attaque sanguinaire du Hamas, la main armée de l'Iran. Parce qu'ils sont en train de perdre leur leadership, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Parce que la jeunesse iranienne, qui est une jeunesse éduquée, intelligente, qui a envie que ça change, eh bien, n'accepte pas. Et là, ils sont en train de jouer leur survie. Et c'est aussi de ça dont il faut parler. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait le désigner. Et c'est l'Iran qu'il faut désigner. Bien sûr, les mollahs iraniens, mais bien sûr, c'est fondamental dans la déstabilisation actuelle. La mollacratie.
Je voudrais vous montrer une image et une déclaration forte aujourd'hui. C'est celle de Benjamin Netanyahou, qu'il a prononcée aujourd'hui, juste en face de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique qui est venu en visite à Tel Aviv aujourd'hui. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou aujourd'hui, juste en face de Rishi Sunak. C'est très fort. Il y a 80 ans, monsieur le Premier ministre, le monde civilisé vous a soutenu dans vos heures les plus sombres. C'est notre heure la plus sombre. C'est l'heure la plus sombre du monde. Nous devons rester unis et nous gagnerons. C'est l'heure la plus sombre du monde depuis ma naissance. C'est vraiment l'heure la plus sombre du monde depuis longtemps. Depuis très longtemps. Oui, enfin, quand on se reprojette en arrière, je suis peut-être un peu plus vieux, mais moi je me souviens très bien quand il y a eu la guerre des 6 jours, quand il y a eu la guerre de Kippour, quand il y a eu l'assassinat de Sadat, quand il y a eu... Les accords d'Oslo. Alors non, mais ça c'était un événement heureux pour le coup. Heureux. Mais voilà, je veux dire par là qu'on a quand même eu des heures sombres. Et moi je suis d'accord pour dire que ce qu'on a raté complètement, avec l'illusion que c'était la fin du monde, enfin tout ce qui a été écrit et dit à ce moment-là, après la chute du mur de Berlin, on s'est dit le communisme est mort et donc... c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Vive la démocratie et le dollar. Mais en fait, c'est Malraux qui avait raison. Oui. Le 21e siècle sera religieux, ne sera pas. On est dedans. Ouais. Oui, mais moi, là où Yves... Est-ce que Malraux pensait à Là où je ça suis quand pas il d'accord. disait religieux? Peut-être il n'a pas dit spirituel? Spirituel. Spirituel, Là où je suis pas d'accord. Pensait à ça Là où je suis pas d'accord avec... Il pensait à ça. Ouais. Là où je suis pas d'accord avec vous, Yves, et j'en ai souvent parlé avec mes propres parents, et notre génération, 40 ans, 50 ans, 35 ans, je sais qu'ils en parlent énormément avec leurs parents. Quand on regarde quel est le moment en Occident où on a été à peu près tranquille. Moi, je réfléchissais à ça avec des amis, il y a quelques heures et quelques jours. En guerre froide. Non, mais exactement. Mais c'est en gros, il y a la guerre d'Algérie en France. C'est vrai, c'est un choc. Mais après, c'est les années 60, fin 60, les années, début des années 70, là, c'est le nirvana. Vous parliez l'autre fois de l'année 1972. Ah ouais, quand on regarde dans le monde. C'est mon rêve, mon fantasme absolu. Un jour, je le ferai, Ouais. quand je serai à la retraite, mon petit gars. Ouais. J'écrirai un roman qui s'intitulera 1973, Ouais. peut-être 72, Ouais. 73, qui sera l'année du bonheur paroxystique Juste avant. français. Juste avant. Le bonheur français. Catherine Deneuve et Alain Delon au cinéma, les années 70. La SM, Citroën, Maserati, le Concorde. On n'est pas tout à fait rentré dans le choc pétrolier. Il n'y a pas le qui chômage, il n'y a s'est pas le planté. sida. La foi dans le progrès technique, L'immigration est maîtrisée. C'est sympa. Alors, il y a plein de problèmes. Il y a Bien des sûr, guerres dans le bien monde. sûr. Mais c'est peut-être l'année paroxystique du bonheur français. Une certaine forme de liberté. Oui. Les années 70, le pas de def. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui a tout veut dire, on changé, n'est pas je encore en termine guerre pardon. en France, quand même. Non, mais non, je suis pas Rassurez-moi. d'accord. Non, je suis pas d'accord, Yves. Et pardon, je veux pas terminer l'émission en cassant l'ambiance, mais je suis réaliste. Je sais ce qu'il va C'est dire. que aujourd'hui, ce qui a tout changé pour nos générations et notre génération, je suis désolé, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme. C'est pourquoi je parle non pas d'une guerre mondiale encore, j'espère qu'elle arrivera jamais, mais d'une guerre mondialisée. C'est que je regrette les pays européens. Qu'est-ce qu'on vit depuis, regardez, plusieurs jours? Vendredi dernier, Arras, Bruxelles. La Suède, 2 supporters. Donc ce climat de violence, Anxiogène. de peur, anxiogène. Quand vous dites, c'est un des pires moments. Alors on a eu 2015, mais il y a une sorte de continuum où je suis désolé aujourd'hui. On est dans un monde d'ultra-violence désinhibée. Je suis entièrement d'accord sur ce mot-là avec vous, Margot, qui fait que même quand on est dans un pays dit en paix, je suis pas d'accord. Parce que quand on discute aujourd'hui avec des conseillers du président de la République, ils disent oui, on est vraiment en paix, mais il y a quand même un climat qui fait qu'on n'est plus Oui, mais aujourd'hui dans les années 80. Dans les années 70, il y avait plein de terroristes. Oui, et puis il y a eu Munich 72. En Et Munich 72, il y avait des attentats. L'horloge du destin à Chicago dit voilà, on est à minuit moins 3 de l'apocalypse. Moi, tous les jours, je m'entraînais à aller me battre en Allemagne parce qu'on s'attendait tous les jours à une troisième guerre mondiale en Allemagne. problème, Non, c'est ce que qu'avec nous avons perdu, Oublié. c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire de regarder l'autre avec normalement, avec naturellement, si je puis dire. Moi, j'ai été élevé dans cette ambiance. Hein, en Algérie, nous étions, moi, mon enfance était une enfance heureuse, dans la mixité, dans la misère.
Mais c'était peut-être la misère qui nous rendait cette mixité formidable. On avait tout. On avait le soleil, la mer. Tout nous était donné à profusion, comme disait Camus. Eh bien, c'est quoi, les années 50, 60? Les années 60. Ben voilà, ce dont on parlait. Et là, c'était le vivre ensemble qui était naturel. Et souvent, je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi cet immeuble dans lequel je suis né, il y avait ce vivre ensemble aussi facile? Et tout simplement que les portes n'étaient pas fermées des appartements. Oui. Les enfants se baladaient chez les uns chez les autres. On allait faire le ramadan chez l'un, le kippour chez l'autre, le Noël chez le Il troisième. n'y avait pas encore l'islamisme, hein, c'est ça qui a tout changé. L'idéologie islamiste mondiale a tout changé. Il y avait une guerre coloniale, anticolonialiste plus exactement. Mais c'est ce que veulent. Mais il y avait une façon de vivre. C'est ce que veulent les terroristes aujourd'hui, c'est créer la guerre civile. Exactement, la guerre civile. Et je voudrais juste dire une petite chose qui m'a, moi, étonné, mais terriblement même bouleversé. Moi qui suis un Algérien de cœur et de racines, comment l'Algérie, qui a combattu pendant 12 ans un islam radical, terrifiant, pire que le Hamas, et je les connais, ces combats, j'en ai même fait un film, comment l'Algérie n'a pas condamné cet acte? Non, elle a toujours été pro-palestinienne. Mais ça n'empêche pas. On peut être pro-palestinien et condamner le terrorisme. Oui. Et l'Algérie aurait dû être en première ligne pour condamner ce terrorisme. Au nom de sanguinaire. l'anti-occidentalisme. Il y a des membres du Hamas qui sont actuellement en Algérie, qui ont été condamnés par le Trésor américain aujourd'hui. Et donc, il y a un lâcher-prise du côté des Algériens aussi, de laisser des membres du bureau politique du Hamas Ça me rend triste. sur le Franchement, terrain. ça me rend triste. Et je ne pense pas que les Algériens le pensent comme ça. Allez, je voudrais maintenant